Le syndrome de l'imposteur est tapis dans l'ombre et il touche aussi bien les salariés, les entrepreneurs, les athlètes que les étudiants. Est-ce que vous êtes prêts à l'affronter aujourd'hui? Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir le phénomène qui est souvent négligé et qui est de plus en plus en vogue, c'est le syndrome de l'imposteur. Il peut avoir un impact qui peut considérable, notamment sur vos performances, mais aussi sur votre bien-être mental. Le syndrome de l'imposteur, il vous empêche peut-être secrètement, sans que vous ayez mis le doigt dessus, d'atteindre votre plein potentiel, que ce soit dans votre carrière, dans votre sport ou dans vos études. Et si vous ne vous en occupez pas, vous risquez de perdre des opportunités, de freiner votre croissance et d'éprouver un sentiment persistant de doute vis-à-vis de vous-même et de vos capacités. Imaginez une vie où vous pouvez suivre vos objectifs en toute confiance, sans le poids du doute, sans la peur constante d'être démasqué comme étant un imposteur. C'est ce que je vous propose avec cette vidéo. En regardant cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de découvrir quelles sont les causes et comment surmonter ce syndrome de l'imposteur. Et je sais de quoi je parle, je suis la principale cible de ce syndrome. Bonjour à tous, je suis Medjed Boussahaba, psychologue, coach et formateur et j'interviens pour amener les personnes à concilier bien-être et performance. Dans cette vidéo, on va découvrir tous les aspects du syndrome de l'imposteur. On va essayer d'explorer les causes, les signes et les conséquences de ce phénomène. Donc je partagerai avec vous tout un tas de conseils qui vont vous permettre de surmonter ce syndrome si jamais vous êtes touché par celui-ci. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, il découle souvent d'une combinaison de plusieurs facteurs. On va retrouver l'éducation, les expériences personnelles, mais aussi les attentes de la société vis-à-vis de nous-mêmes. Plus précisément, ce qu'on pense que la société attend de nous. Par exemple, les personnes qui grandissent dans des familles qui sont très performantes, c'est-à-dire qui ont une réussite professionnelle, sociale qui est remarquable, ou qui ont des tendances perfectionnistes, elles sont plus susceptibles de souffrir du syndrome de l'imposteur. Et en plus de ça, les attentes culturelles et sociétales, elles peuvent entraîner un sentiment d'inadéquation. Mais ça peut être aussi le cas, par exemple, des commentaires négatifs, les critiques négatives qu'on peut faire sur vous. Donc ce syndrome, c'est un espèce d'état psychologique dans lequel une personne, elle se sent comme fraudeur, imposteur, malgré sa réussite. Et ça peut affecter tout le monde. Mais selon les études, ça touche particulièrement les femmes, les personnes de couleur et les membres de groupes sous-représentés. Donc les homosexuels, personnes en situation de handicap, etc. Donc les personnes qui sont touchées par ce syndrome, elles ont des difficultés à accepter leur réussite et elles ont l'impression d'avoir bénéficié de la chance, plutôt que d'avoir travaillé dur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le locus of control et on va l'aborder un petit peu plus tard. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est pas une maladie. C'est pas nécessairement lié à la dépression ou à l'anxiété. Ça peut être un symptôme effectivement qu'on retrouve dans ces troubles-là, mais c'est pas un symptôme pathognomonique de ces maladies-là. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 6 clés qui vont vous permettre de surmonter ce syndrome-là. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce syndrome-là, il peut être particulièrement difficile parce que peu importe ce que vous allez entreprendre, vous allez toujours être dicté par le fait de vous sentir compétent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si par exemple, je vous donne des cas concrets, durant mes études, donc à la fin de mon master, à la base j'avais plutôt pour objectif que de partir sur un doctorat, et puis le contexte économique, puis la réalité un peu de terrain m'a vite fait me dire que c'était pas ce qui était meilleur pour moi. Moi j'ai toujours été très touché par ce syndrome de l'imposteur, où j'ai toujours cherché à me former, mais presque non plus avec l'idée que de devenir compétent, mais avec l'idée que de ne plus me sentir incompétent. En fait, la difficulté qu'il y a avec ce syndrome de l'imposteur, c'est que toutes vos actions, elles vont être dictées par le fait de vous sentir compétent, ou tout du moins d'essayer de ne plus vous sentir incompétent. Le problème, c'est que c'est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez monter d'un cran, vous allez apercevoir un autre monde qui s'ouvre devant vous. J'essaie d'être concret. Vous rentrez en primaire, vous êtes au CP, et vous êtes confronté au CM2, qui sont un petit peu l'élite de la cour de récré, c'est un petit peu ceux avec qui on a envie d'être, etc. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, on a cette espèce de sentiment de « je deviens de plus en plus fort, de plus en plus grand ». Alors, c'est peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas, ça l'était chez moi. Et puis, quand j'arrive au CM2, là, je commence déjà à avoir dans mon entourage des gens qui sont en 6e. Donc, d'un coup, je reste le grand de la cour de récré de primaire, mais je suis le petit des collégiens. Et quand je rentre en 6e, c'est encore pire. Je suis le petit 6e qui vient avec son cartable, qui peine à appeler les enseignants par monsieur, madame, et j'ai toujours une tendance de les appeler maître et maîtresse. Je suis le petit de cette cour-là. Et puis je me dis, bon, c'est pas grave, les années passent, puis je serai le 3e, je serai enfin le plus grand. Et puis même arrivé en 3e, je deviens le petit des futurs lycéens. J'arrive au lycée, je suis le petit, je suis le seconde. Et il y a les terminales qui sont les plus grands. Puis j'arrive en terminale, et puis après j'arrive à la fac, en licence, puis en master. Et en fait, c'est sans fond. Et même après un doctorat,
Là, s'ouvre un monde devant vous, les maîtres de conférences, les personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, les professeurs. Et puis même après le statut de professeur, il y a le H-factor, l'indice de publication des enseignants-chercheurs. En fait, c'est sans fin. Vous allez toujours être dans la comparaison aux autres, ou tout du moins être rappelé à votre incompétence. Et donc, c'est un piège qui est fondamental ici, c'est de ne pas dicter vos actions par le fait de vous sentir moins incompétent, mais plutôt de trouver un autre levier. Et donc ça, c'est notre première astuce. Identifiez vos valeurs et les actions. L'identification des valeurs, c'est quelque chose dont je parle souvent parce que je suis très proche d'une forme de thérapie qui s'appelle la thérapie ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Donc l'acceptation et l'engagement, la thérapie d'acceptation et l'engagement. Et en fait, une des bases de cette thérapie-là, c'est d'essayer d'identifier vos valeurs. C'est-à-dire que la problématique qu'ont souvent les personnes lorsqu'elles sont en souffrance, c'est d'être dictées par ce qu'on appelle l'évitement expérientiel. C'est-à-dire que l'expérientiel, c'est l'expérience de vie privée, mes pensées, mes émotions et mes sensations physiques. Quand je suis dicté par ça, je considère que mes émotions, mes pensées et mes sensations physiques sont un problème à résoudre. Et donc, je vais déployer des stratégies pour essayer d'éviter ou de contrôler ce ressenti-là. Le problème, c'est que c'est un puits sans fond. Plus je vais faire ça, plus j'aurai envie de le faire et plus ce sera présent. Je suis en train d'alimenter une nouvelle souffrance, en gros. Donc, l'identification des valeurs, elle a pour but d'essayer de casser ce cercle vicieux-là. C'est-à-dire souffrance qui m'amène de l'évitement, qui m'amène de la souffrance, qui m'amène de l'évitement, qui m'amène de la souffrance. Et donc l'idée ici, c'est de ne pas mettre en place des actions qui sont dictées par le fait de vouloir éteindre une pensée, une émotion, une sensation physique, puisque ça, c'est pas possible, en particulier pour penser et émotion, mais plutôt d'identifier des valeurs, des choses qui me sont propres, des qualités, des actions que je souhaiterais mettre en place dans ce monde, des actions que mettrait la meilleure version de moi-même en place, pour essayer de guider mes actions, non pas par la fuite d'un état, mais par la recherche d'un état. Et ça, c'est complètement différent. Cette distinction-là, c'est aussi ce qui est donné par les scientifiques comme étant la distinction entre un stimuli aversif et un stimuli appétitif. Un stimuli aversif, c'est je suis le petit lapin, je vois un renard, je pense qu'à une chose, c'est foncer au terrier. Je suis sous une menace. Et là, la menace, en l'occurrence avec le syndrome de l'imposteur, c'est me sentir incompétent, être anxieux, stressé, avoir peur avant chacune de mes interventions parce que je me dis que je ne vais pas être à la hauteur. Donc là, on est sur un stimuli aversif, je veux fuir ça. Versus un stimuli appétitif, je suis le petit lapin et là je vais me balader pour aller trouver du thym, du serpolet, des choses qui sont agréables à manger. À partir de ce moment-là, plus je vais me guider vers la recherche de quelque chose, et là notamment les valeurs, plus je vais être en capacité d'exploiter tous mes sens pour les mettre au service de ça. Donc non seulement je vais être plus performant dans ma pratique, je vais tenir plus longtemps étant donné que l'expérience est plus agréable et que c'est quand même facilitant de faire quelque chose d'agréable pour tenir sur le long terme. Mais en plus de ça, c'est tout, j'ai plus rien à rajouter. Donc l'idée, c'est vraiment d'être guidé par ça. Identifiez vos valeurs, qu'est-ce qui est important à vos yeux? Qu'est-ce que ferait la meilleure version de vous-même à ce moment précis? Identifiez les valeurs, qualité, action ou peu importe. Et vous êtes à la recherche de ça, indépendamment du ressenti. C'est-à-dire que les actions qui vont découler des valeurs, elles devront être faites malgré le ressenti d'expériences désagréables, des pensées, des émotions et des sensations physiques qui découleront du syndrome de l'imposteur dont on parle jusqu'à maintenant. Je prends un exemple tout bête. Pour ma part, le fait de parler devant une caméra et d'essayer de partager certaines de mes connaissances et de transmettre ce que j'ai pu apprendre, je suis très touché par le syndrome de l'imposteur. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être un escroc par moment, de me dire « mais je ne suis pas assez qualifié » et je vais me comparer à des psychologues, à des enseignants-chercheurs, ne serait-ce qu'à mes professeurs de la fac qui ont 100 fois plus de maîtrise de certains sujets et de largeur sur tous ces aspects-là. Et je me dis, mais pourquoi moi et pourquoi pas eux? Pourquoi ce serait moi qui devrais me mettre devant la caméra alors qu'ils ont 1000 fois plus de connaissances? Et donc, je suis sans cesse essayer de faire un travail là-dessus pour essayer de surmonter ça et de me dire non. Parce que si je suis ce syndrome de l'imposteur, je vais passer ma vie dans les bouquins, ma vie à suivre des formations, mais pas pour les bonnes raisons. Et en soi, moi, je veux suivre des formations, lire des livres, j'adore ça, mais je ne veux pas que ça soit poussé par « je veux fuir ce sentiment d'incompétence ». Donc, je travaille sur l'identification de mes valeurs, et une de mes valeurs qui est principale, c'est le courage. Et le courage, je le définis comme étant faire malgré la peur. Donc, à partir de ce moment-là, je vais me dire quelles actions courageuses je peux mettre en place. C'est-à-dire, je suis presque à la recherche de quelque chose qui me fait peur pour essayer d'avancer. Et là, le fait de parler à vous face à cette caméra-là, de transmettre ces informations-là, est pour moi une action importante.
Et donc, je vais être amené, étant donné que je fais cette vidéo-là, à me renseigner sur le sujet. Mais je ne me renseigne pas, en tout cas consciemment, pour éteindre mon sentiment d'incompétence, mais vraiment pour essayer de partager la meilleure information possible et pour avancer dans cette action-là. Donc voilà, première étape, identifiez vos valeurs et mettez en place les actions qui en découlent. Le deuxième point, c'est la diffusion cognitive. C'est-à-dire que les croyances que vous pouvez avoir, elles vont aussi beaucoup dicter votre réalité. Une pensée en soi n'est pas problématique. Se dire qu'on n'est pas à la hauteur, se dire qu'on n'est pas compétent, se dire qu'on n'a pas le niveau pour faire telle ou telle chose, c'est pas grave ça en soi. C'est le fait d'y croire qui rend la chose particulière. Si au moment où je vous regarde, je vous dis « faites attention, juste derrière vous, il y a une araignée » et que vous vous retournez, la problématique ici n'a pas été la phrase que j'ai pu dire, c'est le fait que vous y ayez cru. C'est un exercice que je fais souvent en séance et que les gens n'apprécient pas trop sur le moment, c'est de leur dire justement « vous avez une petite araignée à côté de vous ». Et donc, avec le temps maintenant, je sais plutôt bien le faire. Donc les gens souvent se retournent, mais qu'ils en aient peur ou pas. Et puis donc ils se retournent une première fois, puis je leur explique que c'est vraiment la croyance qui fait que les personnes se sont retournées par l'information, parce qu'ensuite je leur dis, retournez-vous, il y a Mickey derrière vous. Qu'est-ce qui fait que là ça ne fonctionne pas? Bon, déjà ils se disent, bon, il me l'a fait une fois, pas deux, je vois bien à sa tête que c'est pas vrai, et puis Mickey, c'est complètement improbable. En fait, c'est pas l'information, on voit ici, qui a fait retourner la personne, c'est sa croyance. Il faut remettre de l'ordre là-dedans. Ce que vous pensez avec votre tête n'est pas systématiquement vrai. Et dans l'absolu, je ne veux pas questionner ça. C'est-à-dire que je ne veux pas questionner si effectivement, vrai ou pas, vous êtes incompétent. Je ne veux pas questionner non plus à quel point c'est agréable ou désagréable. Parce que sinon, on rentre dans des métriques qui sont mauvaises. C'est-à-dire que je vais défusionner d'une fausse pensée, je vais défusionner d'une pensée désagréable. Non. L'idée, c'est pas de questionner si c'est vrai ou faux, si c'est agréable ou désagréable. C'est est-ce que cette pensée vous permet d'atteindre ce que vous souhaitez atteindre? Est-ce que cette pensée vous permet d'identifier vos valeurs et d'agir pour vos valeurs? Si la réponse est non, prenez un temps pour défusionner. Et la diffusion, c'est quoi? C'est le fait de considérer ces pensées comme étant simplement le fruit de votre cerveau, comme étant une pensée et non pas une vérité absolue. Je ferai une vidéo également sur le sujet, ça m'a été demandé. Donc il y aura une vidéo sur la diffusion et puis sur l'autre point que j'aborderai juste après qui est l'acceptation. Pour pratiquer la diffusion cognitive, c'est une posture si vous voulez. L'idée, c'est de pouvoir répéter une phrase. Donc je vais vous donner la phrase brute, mais dans la vidéo, je prendrai le temps de l'installer. C'est « Je remarque en ce moment que j'ai la pensée que je ne suis pas à la hauteur ou que je n'ai pas la capacité de faire telle ou telle chose. » Prenez votre pensée brute, puis vous rajoutez devant « Je remarque en ce moment que j'ai la pensée que… » Ce processus-là, il est super important parce que déjà, il y a le fait de « je remarque ». C'est-à-dire que ce n'est pas une vérité absolue. J'en prends conscience maintenant. En ce moment, j'en prends conscience en ce moment, tout de suite. Ça veut dire que cette pensée, peut-être que dans un autre moment, je ne l'aurai pas. Peut-être que cette pensée, dans une autre émotion, je ne l'aurai pas non plus. Donc je remarque en ce moment. Et là, je remarque quoi? Je ne remarque pas une vérité. Je remarque que j'ai une pensée. Et cette pensée, c'est celle-ci. Donc ça vous donne un niveau de distance qui est de plus en plus supérieur et qui fait que vous allez pouvoir être dans l'observation de vos pensées plutôt que dans la soumission à vos pensées. Et à partir de ce moment-là, vous créez suffisamment de distance pour pouvoir être guidé non plus par le fait de vouloir soulager cette croyance, mais plutôt guidé par atteindre vos valeurs, mettre en place les actions, guidé par vos valeurs et non pas guidé par l'évitement expérientiel dont on a pu parler. Deuxième étape, l'acceptation. C'est super important cette notion d'acceptation parce qu'elle est au cœur de ce dont j'ai parlé juste avant, qui est l'évitement expérientiel. Quand vous souhaitez mettre en place quelque chose qui a du sens à vos yeux, vous allez vous heurter à des obstacles. C'est-à-dire que là, ça y est, j'ai identifié des valeurs, le courage, j'ai identifié l'action, parlez à vous face à cette caméra-là. La problématique que je vais ressentir, c'est que je vais ressentir de l'anxiété. Alors, pas spécifiquement quand je m'adresse là à la caméra, parce que je suis juste face à un prompteur, là notamment, avec mes bullet points, et puis voilà, je vous parle, donc il n'y a pas de stress particulier. Mais c'est au moment de la publication, c'est au moment du montage de la vidéo, je vais me dire… Là, j'ai pas été assez précis, là, il faudrait que je rajoute ça, et là, il faudrait que j'aille plus loin. Et en fait, c'est sans fin, et je vais essayer de produire la meilleure connaissance possible, chose qui n'est pas possible en l'occurrence. Donc, à ce moment-là précis, il faut que j'arrive à accepter mon incompétence actuelle. La vie n'est pas d'être parfait et de proposer notre perfection. Parce que c'est quoi cette notion de perfection ? Aujourd'hui, on a une durée moyenne de vie qui doit être autour de 80 ans, j'en sais rien. Admettons que vous soyez médecin et que vous ayez 55 ans de pratique.
Mais si, à partir de demain, on vivait 1000 ans, 55 ans de pratique, ce serait ridicule. Ce serait les débuts, ce serait l'enfance, ce serait ridicule. Donc c'est très important ici de se dégager de l'aspect temporel et d'essayer de faire du mieux possible et d'appliquer ça. Donc c'est très important à ce moment-là pour moi d'essayer d'accepter mon incompétence. C'est-à-dire d'accepter le fait que probablement que dans certaines des vidéos que je vais faire, le contenu ne sera pas 100% valide. Peut-être que les études que je vais lire, elles vont être invalidées plus tard. Peut-être que les méta-analyses sur lesquelles je me suis basé, j'ai eu une mauvaise compréhension malgré tous les efforts que j'ai pu faire. Peut-être même que de par l'avancement technologique, on va découvrir ou redéfinir des aspects, des notions que j'aurais pu partager qui seront devenus obsolètes. Donc il faut que je puisse accepter aussi ça, accepter mes imperfections et accepter le fait que ça ne soit pas parfait. Fait est mieux que parfait. Pour l'acceptation des émotions, il y a une chose clé qui peut être mise en place, et ça, j'en ferai vraiment le sujet d'une vidéo à part entière. Ça a été demandé dans un commentaire, donc ça, je prendrai le temps de la faire. L'acceptation de l'émotion, c'est-à-dire je ne cherche pas à suivre ce qu'elle m'impose. C'est-à-dire, en l'occurrence, moi, au moment de partager, je vais me dire, non, il ne faut pas que je la partage. Donc, ce serait le fait de ne pas faire, par exemple. Et bien là, il faut que j'arrive à me dire, ok, j'essaie d'observer ce que je ressens. Comment elle est cette peur en moi ? Où est-ce qu'elle se situe? Quelle est sa forme, sa taille, son mouvement, son opacité, toutes les caractéristiques possibles et inimaginables. J'essaie de me concentrer dessus, de la définir à travers tous les aspects possibles et inimaginables et d'essayer d'être dans l'acceptation, c'est-à-dire que je lui laisse de la place. Je ne cherche pas à la faire fuir, je ne cherche pas à la retenir, je ne cherche pas à la contrôler, je cherche à l'accepter. Et non pas à me résigner, c'est deux choses différentes, à l'accepter sincèrement. Et je n'ai pas besoin de l'aimer pour l'accepter. C'est-à-dire que je peux trouver ça particulièrement désagréable et toujours avoir en tête une seule chose, c'est qu'elle disparaisse. Mais là, je m'abstiens de vouloir la faire disparaître effectivement et j'essaie de l'accepter. Je lui laisse de la place pour ensuite me concentrer sur la recherche d'action. Parce que le piège, c'est que si je ne lui laisse pas suffisamment de place, je vais vouloir mettre en place des actions qui vont avoir pour but de la gérer. Alors que ce n'est pas ce que je veux faire. Donc à ce moment-là, quand elle est trop forte et que je sens qu'elle va m'empêcher de faire ce qui est en accord avec mes valeurs, je prends un temps pour essayer de l'accepter. Ça, c'est un outil particulier que je prendrai le temps de vous définir. Mais déjà, avec ces quelques consignes-là, ça peut déjà vous aider. Troisième, acceptez aussi vos forces. Il faut que vous puissiez aussi reconnaître vos forces. J'ai toujours eu une grande difficulté à reconnaître que je puisse être bon dans certains domaines. J'ai toujours eu la chance de grandir avec un entourage qui était particulièrement bienveillant. J'ai évolué d'abord, ma première identité souvent que j'utilise, c'est le breakdance. Je me suis construit avec ça, j'ai commencé assez jeune et puis avec ma famille, ça a toujours été mon identité. J'étais d'abord un danseur de breakdance, j'étais en l'occurrence b-boy Meja. B-boy, c'est la dénomination qu'on prend pour parler des danseurs hommes de breakdance. Donc B, break, boy et boy. Et puis pour les filles, c'est big girl. Et moi, mon surnom, c'était Meja, voilà, le diminutif de Medjahed. Donc, j'étais B-Boy Meja. Ça, c'était mon identité première avant d'être Medjahed Boussaba. Et avant d'être n'importe qui d'autre. Je me définissais par ça. Et par chance, j'ai toujours eu cet entourage bienveillant qui reconnaissait ma danse, qui reconnaissait mon niveau, mon talent, mon travail. Et je pouvais être valorisé à travers ça. Mais c'était extrêmement dur pour moi de me dire que j'avais le niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je perdais un événement ou même que je gagnais, je passais un temps fou à essayer d'analyser quelles ont été les erreurs, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été à la hauteur, qu'est-ce qui a fait que j'ai été en deçà de ce que moi j'espérais. Et même si à l'extérieur je pouvais paraître comme quelqu'un de confiant, parce que je sais que aujourd'hui j'ai un certain nombre d'années, j'ai eu beaucoup de retours sur plein de domaines différents, je sais que de manière générale, alors c'est pas dans tous les cas, mais de manière générale, je dégage une confiance. Les gens pensent que j'ai une confiance en moi qui est très forte, alors que c'est pas souvent le cas. Enfin, c'est même rarement, voire jamais le cas. Je suis constamment dans une remise en question, à douter de moi, et la moindre petite phrase peut me faire douter. Donc, je fais aussi ce travail très important pour essayer d'accepter mes forces. Oui, j'ai certaines incompétences, j'ai certaines faiblesses, j'ai certains points perfectibles, mais je sais que je suis bon dans certaines choses. Je sais que je suis bon à l'oral. Dans le fait de m'exprimer à travers une caméra, dans le fait de m'exprimer devant un public, dans le fait de m'exprimer avec une personne, je sais que je suis bon là-dessus, parce que j'ai eu des retours là-dessus, et parce que je sais que de par la comparaison aux autres, de par la comparaison à moi-même au fur et à mesure des années, j'ai toujours été fasciné par écouter des débats politiques. Alors,
mais même sans éprouver aucune affection. C'est-à-dire que je pouvais détester les idées politiques d'une personne, mais reconnaître qu'il était un grand orateur. Et j'ai toujours été attiré par ça. Et la capacité de produire une réflexion rapide et précise est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Donc, de par l'amour que j'ai eu pour ça, j'imagine que j'ai développé des compétences. Donc, il faut arriver à accepter ses forces, à les reconnaître et à les accepter. De la même manière qu'on accepte nos imperfections, qu'on accepte les émotions qui peuvent être désagréables, il faut qu'on puisse aussi faire ce travail d'acceptation de nos forces. Donc ça demande dans un premier temps de les identifier, peut-être même de les noter, et puis de les justifier par des expériences, et en tout cas d'essayer de vous laisser convaincre par vos forces. Quatrième point, soyez fiers de vous. C'est super important de reconnaître vos victoires. Alors là, c'est un point qui sera un peu plus court, mais dans le sens où le fait de reconnaître ses victoires, c'est assez important parce que sinon, on peut vite être guidé par le toujours plus. J'avais l'objectif, si je reprends mon exemple là avec primaire, collège, etc., j'avais l'objectif d'arriver au collège, ça y est, je suis au collège et je le célèbre même pas. Ça y est, je suis au collège. Maintenant, mon objectif, c'est terminal ou c'est le brevet ou j'en sais rien. Et en fait, on peut être toujours guidé tout au long de notre vie par des nouvelles échéances, plus ou moins longues, et à aucun moment se récompenser pour ce qu'on ressent. À aucun moment se récompenser pour ce qu'on a accompli. C'est-à-dire que même si votre objectif est d'être astronaute, soyez fiers de vous quand vous avez obtenu votre bac. Mais quel que soit le bac d'ailleurs, il faut prendre un temps pour reconnaître et célébrer ses victoires. C'est très important pour une notion d'estime, de confiance en soi et aussi pour alimenter notre motivation à continuer. C'est capital. Soyez fiers de vous, reconnaissez vos victoires, reconnaissez vos progrès. Quels qu'ils soient, même si vous avez l'objectif de courir un marathon, la moindre sortie, prenez un temps pour être fiers de vous. Et c'est un processus qui est actif. C'est comme la gratitude. Lorsque je parle de la gratitude, que ce soit un accompagnement ou même à travers des vidéos, on me dit souvent oui, mais moi je ne ressens pas le besoin de dire merci pour ça ou d'être reconnaissant pour ça. Mais oui, mais ce n'est pas un état, ce n'est pas un ressenti. C'est-à-dire que vous devez le cultiver, c'est une forme active. Ayez de la gratitude. Dites merci avant de le ressentir peut-être. Et si vous le ressentez, c'est encore mieux. Mais ce processus actif a quand même des effets qui sont positifs, donc il faut en user. Donc de la même manière, reconnaissez vos victoires, soyez fiers de vous. Et enfin, le dernier point, le mindset. Donc là, j'ai fait une vidéo qui sera sortie déjà depuis quelques jours, semaines plutôt, je pense. Je vous mettrai quelque part par là. C'est vos croyances dictent votre réalité ou votre croyance fabrique votre réalité. Je ne sais plus le titre que j'avais pris. Le mindset, c'est un concept qui a été développé par Carol Dweck. J'en parle souvent parce que c'est quelque chose vraiment qui m'a chamboulé dans ma vie. C'est que votre considération de vos talents, de vos compétences comme étant soit figées, c'est-à-dire elles sont innées puis elles ne se développeront pas, ou bien quelque chose qui peut se développer, a un impact colossal sur votre relation à l'échec, sur votre relation à vos propres compétences et donc, directement et indirectement, au syndrome de l'imposteur dont vous pouvez souffrir. C'est-à-dire que si je me dis que, voilà, moi je suis né avec telle compétence et puis ça ne bougera pas, dans ma famille on est nul en maths, dans ma famille on est super bon en musique, dans ma famille on est plus ou moins bon à l'école, et que ça je considère que c'est un fait qui ne bougera pas, ça va avoir des conséquences délétères sur mon rapport aux épreuves, c'est-à-dire à toute situation qui va mettre qui va venir éprouver justement les talents dans ces différents domaines-là, comparativement à si je me dis que, en fait, quel que soit mon niveau de base, avec du travail, ça peut se développer. Si j'ai cette considération de me dire que quel que soit le travail, je peux le développer, toute épreuve peut être considérée comme un moyen de se développer. C'est-à-dire que si je reprends mon image de tout à l'heure avec stimuli aversifs et appétitifs, toute situation d'épreuve, lorsque j'ai un mindset qu'on appelle fixe, est une situation aversive. Je suis sous la menace. Parce que là, ou bien je prouve que je suis à la hauteur, ou bien je perds. Donc en fait, dans les deux cas, presque j'ai perdu. Ou bien je stagne, ou bien je régresse. Dans l'autre cas, il y a un stimuli appétitif. Enfin, je vais pouvoir prouver que je suis à la hauteur. Enfin, je vais pouvoir prouver mes compétences. Enfin, je vais pouvoir éprouver ça. Et donc, toute situation va être comme étant un challenge parce que, ou bien je gagne, parce que j'ai réellement progressé, ou bien je perds, mais alors génial, maintenant j'ai identifié précisément ce qui m'a fait perdre. Donc je vais pouvoir travailler dessus. Et là, c'est fantastique. Je prends l'exemple de mon petit frère là, qui a eu les championnats de Bourgogne en boxe et objectivement,
j'ai un entourage vraiment qui est exceptionnel. Mes frères sont extrêmement bons dans leur domaine. J'ai un petit frère qui est dans l'archéologie et un autre là qui est dans la boxe, qui veut faire carrière dedans. Et sa capacité à faire face à ce qui se passe, elle est remarquable dans le sens où il va toujours considérer que c'est un moyen de progresser. Même l'échec est un moyen de progresser. Et donc sa métrique, elle n'est pas de gagner ou de perdre, elle est d'identifier ce qui pourrait être un levier de progression. Et donc ça transforme toute opportunité, tout combat, tout match comme étant une situation où il progresse. Ou bien il a progressé, il a pu appliquer ce qu'il a déjà appris, ou bien là, le combat a perdu, c'est-à-dire qu'il est sur une défaite, et il va pouvoir se servir de ce qu'il a fait perdre comme étant quelque chose qu'il peut travailler. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Travaillez votre mindset, travaillez cet état d'esprit, cultivez-le dans le sens où considérez que tout peut se développer. Alors évidemment, là je vous le dis en 5-6 minutes, c'est quelque chose qui peut prendre du temps parce que ça peut être très ancré en nous. Mais dans la vidéo que j'ai faite sur le sujet, vous aurez quelques éléments de réponse. Donc voilà, donc si on récapitule les 6 points. Premièrement, identifiez vos valeurs. Apprenez la diffusion cognitive. Apprenez la diffusion cognitive. Apprenez à accepter vos imperfections. Acceptez aussi vos forces. Ayez la capacité de reconnaître vos forces. Soyez fiers de vous et changez votre mindset. N'oubliez pas que ce syndrome de l'imposteur, c'est une expérience psychologique qui est courante et qui peut avoir un impact significatif sur votre vie dans différents domaines, qu'il s'agisse du domaine des affaires, du sport, des études, de l'entrepreneuriat, du travail ou autre. Ne serait-ce qu'en regardant cette vidéo, vous avez fait un pas de géant dans votre voyage vers une meilleure santé mentale et un bien-être général. Et n'oubliez jamais que c'est vous le héros de votre propre histoire. Ne vous comparez pas aux autres. Votre quête d'amélioration, elle est personnelle et c'est un voyage qui est sans fin. Et comme l'a dit un jour un sage, le bonheur est un voyage, pas une destination. Donc poursuivez cette quête avec détermination, avec courage, en tout cas c'est ce que j'applique pour moi-même, et vous découvrirez peut-être un nouveau monde plein d'opportunités et de croissance qui vous attend. Avant qu'on se quitte, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à partager vos expériences, à partager la vidéo autour de vous. Ça m'encourage dans cette expérience YouTube et puis ça me permet de voir si la vidéo vous a plu. Ensemble, on peut vraiment essayer de construire une communauté engagé dans ce voyage-là d'amélioration en se basant sur des vrais éléments scientifiques, des vrais éléments liés à la psychologie et non pas ce qu'on peut retrouver de farfelu dans le développement personnel un peu partout. Donc restez à l'écoute pour d'autres vidéos qui arriveront prochainement, qui j'espère pourront vous guider comme moi elles me guident. Encore une fois, l'idée c'est de vous partager des choses qui m'apportent, que j'ai pu éprouver personnellement et puis que je partage aussi, que ce soit avec mes clients et mes patients. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur.